Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Armada. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons aborder ce soir un thème uni vers ce qui nous relie de plus sensible. Un thème universel qui traite nos vies, nos familles, nos histoires. Le pardon. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le thème du pardon que nous avons déjà entrepris il y a quelque temps. Le pardon, notre absence. Je vais lire en fait ce que j'ai écrit. Le pardon aux absents et aux vivants. Comment pardonner quand les mots n'ont pas été dits? Comment faire la paix avec ceux qui ne sont plus là? Avec ceux qui marchent encore à côté de nous pour éclairer ce chemin. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Karine, notre invitée lumineuse. Karine qui va venir en fait nous raconter un bout de son histoire et comment elle a pu affronter des situations dans la vie de tous les jours. Et grâce au pardon, elle a pu se relever et elle a pu avancer. Et elle vient aujourd'hui illuminer cette émission des routes de lumière. Excusez-moi, cela fait un moment que je ne me suis pas connectée. Je suis un petit peu émue avec mon retour parmi vous. Et donc, je te remercie infiniment, Karine, d'être avec nous. Et je vais te laisser te présenter tranquillement aux internautes. Bonsoir, merci Fanny pour l'invitation. Je suis Karine, vous me retrouvez sous le nom de Milandi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chapitre de ma vie qui concerne les deuils. Je commence? Oui, tout à fait. Tout le monde a compris pourquoi je suis émue en commençant cette émission, parce que nous avons voulu en fait commencer par le pardon, donc qui nous relie aussi au deuil, aux vivants et à ceux qui nous entourent pour pouvoir faire la paix à l'intérieur de soi. Merci beaucoup, Karine, et je t'invite gentiment à commencer et puis à nous dire justement, Karine, pour commencer en douceur cette émission, qu'est-ce que le pardon représente pour toi? Le pardon, pour moi, ça m'est venu suite à une lecture d'un article qui disait « Le pardon, ce n'est ni oublier, ni comprendre, ni accepter, c'est libérer son cœur. » Et donc à cette époque, j'étais plutôt en train de vivre le désespoir suite à une série de deuils. Et je suis partie de l'état méditatif, c'est-à-dire que j'étais déjà dans un cheminement de méditation, de spiritualité. Et je suis partie de libérer mon cœur. Donc en état méditatif, de ressentir vraiment, c'est comme si je prenais mes douleurs, de les mettre devant moi et effectivement de dire je t'oublie pas, je t'accepte pas, mais je libère mon cœur. Et en fait, je suis partie de ça, de cette pensée de libérer mon cœur. Est-ce que tu peux nous parler de ces deuils justement que tu as suivis? Le premier deuil marquant, j'avais 18 ans, c'était celui de mon père. Et puis en 2014, ça a commencé par ma mère et d'autres personnes qui étaient les piliers de mon enfance. Et j'en ai vécu 7 en 7 ans. Donc c'est un cycle. Oui, c'est un cycle. On peut dire ça. Et c'est très très lourd pour n'importe quel humain de pouvoir subir en fait tous ces deuils. Et dans quel état tu t'es retrouvée? Alors, le deuil, c'est comme plusieurs domaines de la vie, je dirais, on n'est pas du tout formé à accueillir l'absence d'un proche. Et donc, tu as très bien dit qu'on subit le deuil.
Et moi, j'étais entre le sentiment de solitude, le sentiment d'abandon, la colère aussi, parce que je me suis rendu compte que quand ma mère est partie, j'étais très en colère et ça m'a permis de me connecter à la vie finalement, parce que je sais pas toi, mais Et tu étais en colère contre qui? alors j'étais en colère contre elle. Je prenais le vécu négatif, les souvenirs négatifs que j'avais avec elle, et donc j'étais en état de colère parce que je me suis rendu compte que la colère, par exemple, moi, quand je suis malade ou quand j'ai une baisse d'énergie, euh, j'ai une faiblesse, on va dire, il n'y a pas de place à la colère. Et j'ai Mhm. constaté que la colère, c'était une forme de dire, bah, je suis en vie. Il faut vraiment être en vie pour pouvoir exprimer sa colère et la Mhm. sortir. Donc le fait d'être en colère, c'était aussi me rattacher à la vie et aussi accueillir avec peut-être plus de facilité cette séparation qui a été la plus douloureuse de ma vie. Mhm. Mm. Tu parles de colère. Mm. Est-ce que c'était pas une colère contre toi-même? Alors là, je pourrais pas te dire. Je sais pas du tout si c'était Oh, contre moi-même, oh, mais en fait, cette colère, je la nourrissais des, de ce que je lui en voulais. mhm. Tu vois, c'était vraiment lié à toutes les choses qui, moi, m'avaient blessée dans mon enfance, dont on n'avait jamais parlé, que moi, j'avais jamais adouci ou réparé. Tu vois. Donc c'est surtout plus les non-dits en fait Mm. cette colère, c'est plus en fait le vide qu'on a laissé de ce que nous n'avons pas pu exprimer du vivant. Oui, entre autres, c'est juste. Oui, oui, parce que même si des fois on exprime, on parle souvent de il faut Mhm. communiquer, mais de quelle manière on communique? Parce que si on sort les choses de manière agressive ou si c'est juste un déferloir, tu vois, Mhm. mais qu'il n'y a pas Mhm. d'échange constructif et Mhm. paisible et doux, ça ne sert pas à grand-chose, on va dire. Donc, par rapport à ça, comment tu as pu en fait remonter ce deuil? Parce que tout de suite derrière, tu as eu un autre deuil. Oui, oui, j'en ai. Alors, avant ma mère, ça n'a pas commencé par ma mère, ça a commencé par un autre deuil, un pilier de mon enfance aussi. Et ma mère est partie 8 mois après. Et voilà, après, ça s'est enchaîné un par an. Bah, au début, je les ai pris en pleine tête. Mhm. Je les ai subis, vraiment. Et puis, j'ai connu ce que moi j'ai appelé le désespoir. Alors, je pense qu'on a chacun sa manière de vivre Ouais. le désespoir, mais moi, j'étais entre la vie et la mort. C'est-à-dire que mon corps n'avait qu'une envie, c'était de mourir pour les rejoindre, pour les retrouver. Et il y avait tout mon conscient euh, qui me reliait à mes enfants, à ma vie de famille. Et aussi parce que moi, j'ai tellement été blessée de l'absence de ma mère que je ne voulais pas faire subir ça à mes enfants. Donc j'étais dans cette ambivalence de tout mon être a envie de ne plus être là, mais toute ma conscience, au contraire, a besoin d'être Mhm. là sur Terre. Et comment tu as pu, en fait, tu as fait un travail sur toi, mais je pense un peu plus tard. Mais comment tu as pu surmonter cette souffrance, en fait, avec tout en gérant ta vie de tous les jours, en fait? Parce que c'est ça, quand on a des enfants, euh, il faut oublier presque, s'oublier soi-même pour pouvoir affronter le quotidien. Oui, mais au début, j'étais un robot, j'étais dans la survie totale. J'étais juste à pallier aux soins de mes enfants, à les nourrir, à ce qu'ils soient propres, à ce qu'ils aillent à l'école, c'est tout. Moi, j'étais complètement détachée, je pense, de ma vie quotidienne, en tous les cas au niveau de mon cœur. Je pense que mon cœur était tellement blessé que c'était compliqué pour moi. Donc, on dit toujours que le pardon, euh, la question qu'on se pose régulièrement, c'est comment trouver la paix avec quelqu'un qui n'est plus là pour répondre aux questions, pour s'exprimer, pour s'excuser, pour... Mm. Alors, la première chose, c'est que j'ai été accompagnée. Oui, j'ai été accompagnée par une thérapeute qui m'a beaucoup aidée à venir adoucir mon cœur, à venir me reconnecter avec mon cœur et avec ma conscience à la vie réelle, concrète. Et puis, je me suis intéressée à des techniques
Parce que comme après, j'avais quand même pris conscience que non, j'avais pas envie de mourir, j'avais envie d'être pleinement là. Je me suis formée avec une médium, je me suis formée avec des fréquences sacrées. Enfin, j'ai essayé beaucoup de choses pour rentrer en communication avec eux et pour ne pas les rejoindre moi. Donc, pour pouvoir les rejoindre dans l'invisible, en fait. Oui, pour communiquer avec eux. Oui, c'est ça. Créer un nouveau lien. Oui. Créer un nouveau lien. Ouais. Et qu'est-ce que tu espérais, en fait, à travers ce nouveau lien? C'est une question très intéressante. J'espérais maintenir un lien de vie, un lien qui me faisait ressentir qu'ils étaient toujours près de moi, que si j'avais des questions, si j'avais envie d'échanger avec eux, qu'ils seraient toujours là, près de moi, comme une présence invisible en fait. Et en fait, à travers ta pratique, parce que je ne l'ai pas annoncé au début de l'émission, mais tu es thérapeute holistique et tu pratiques en fait la communication avec les enfants en difficulté actuellement, et ça te permet, en fait, c'est ça qui t'a permis de... Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur tes techniques? Oui, alors je suis praticienne les papotes, donc ça vient pas de moi, c'est vraiment une technique qui est reconnue, c'est une marque déposée. Et les papotes, ça a fait toute la différence dans ma pratique, dans mon accompagnement et dans ma vie personnelle aussi. Ça repose sur 3 principes qui sont l'ancrage, la connexion au cœur et l'ouverture du cœur. Et en parallèle de ça, parce que c'est quand même très important, je pense que moi j'ai réussi à pratiquer ça. Je vais vous expliquer concrètement ce que ça m'apporte, mais j'ai fait un grand nettoyage du cœur. C'est comme ça que je le dis, j'ai fait une purification, j'ai fait un nettoyage de mon cœur, en partant toujours de cette notion du pardon qui est pour libérer son cœur. Et donc tout ça, ensemble, aujourd'hui, les papotes, c'est ce que Carl Jung appelait le langage de l'inconscient. Il y en a qui vont mettre le mot télépathie, le mot médiumnité, le mot claire information. Enfin, moi, je n'ai pas de mot figé pour définir en tous les cas la manière dont je le pratique. Mais c'est quelque chose qui me permet de recevoir des informations subtiles. Par exemple, comme tu as dit, avec les enfants qui sont en difficulté, qui sont non-verbaux ou même verbaux, eh ben, je peux avoir des informations sur, par exemple, pourquoi un enfant... Je peux te donner oui, je veux bien un exemple. Oui. Donc l'année dernière, j'ai accompagné une petite fille qui est autiste non-verbale. Et la maman est venue pour une technique de massage que je pratique aussi en parallèle. Et elle était intéressée par les papotes et elle me dit j'aimerais bien savoir ce qu'elle a à me dire d'important. Elle n'avait pas de demande précise, donc c'était très vaste. Donc je me suis connectée à cet enfant et l'enfant me dit j'ai peur que mes parents se séparent. Et c'était la première rencontre qu'on avait. Le papa et la maman étaient là tous les deux. Et c'est quand même très intime. Oui. Et la maman se met à pleurer et le papa dit oui, effectivement, notre couple a été mis à rude épreuve, c'est compliqué entre nous. Et après, elle m'envoie d'autres informations. Et quelques mois après, la maman, elle me redemande qu'est-ce que ma fille a à me dire. Donc la petite fille me dit qu'elle aimerait une décoration plus colorée parce que chez elle, c'est sombre. La maman me dit oui, c'est vrai, chez moi, c'est blanc, gris et noir. Donc elle me donne plein d'informations comme ça. Et à un moment, elle me dit je suis contente parce que mes parents, ça va mieux. Et la maman se met à rougir, elle me dit mais on peut rien vous cacher. Oui, c'est vrai, ça va mieux. En fait, le fait qu'elle ait entendu de sa fille par mon intermédiaire que sa fille avait peur de la séparation, c'est des parents aussi qui avaient de la ressource. Oui. Et ils ont réussi à mettre en place des choses pour que leur couple aille mieux. Ils ont pris conscience en fait de la difficulté et que la petite pouvait tout comprendre en fait. Parce que même un enfant handicapé, il a un ressenti qui est beaucoup plus important qu'une personne qui a toutes ses capacités. Oui, c'est pas parce qu'on n'a pas le langage verbal qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas analyser, qu'on ne sait pas exprimer nos inquiétudes. Tout à fait. Ouais. Et donc, à travers ces techniques en fait que tu as appris pour pouvoir les mettre en pratique envers les autres, comment tu peux maintenant pouvoir en fait communiquer plus sereinement
avec toi-même? Oui, je fais des papotes avec moi-même. Oui, oui, des fois, alors quand j'ai des choix à faire, par exemple, et qu'en pleine conscience, enfin, dans mon mental, j'ai du mal à choisir, je me mets dans l'état d'être des papotes et je demande. Ouais, je demande. Alors des fois, on peut aussi se servir d'un pendule ou des baguettes de sourcier. Donc de temps en temps, je me Oui. sers du pendule. Parce que quand c'est avec moi-même, c'est toujours plus difficile. Parce que j'ai mon mental quand même qui revient à la charge des fois. Mais je m'en sers pour moi, je m'en sers pour mes enfants, qu'ils soient verbaux ou pas. C'est un outil très précieux pour moi. Et donc, est-ce que ça se rapproche de l'intuition? Parce qu'avec toutes les études que tu as fait, la communication, la voyance, est-ce que ça se rapproche de plus de l'intuition ou c'est des informations que tu reçois en fait? Je ne veux pas dire d'un monde invisible, mais tout à fait. C'est ça, C'est ça, c'est c'est ça. ça. Des anges gardiens ou peut-être des Entre défunts, autres, ou peut-être des défunts qui nous font des clins d'œil. oui, alors je pense que l'intuition en fait partie. Moi, dans ma pratique, mon cadre de pratique, c'est je ne vais pas interroger les défunts et je ne vais pas interroger le futur. Par contre, j'ai déjà eu des défunts qui se sont manifestés en pleine séance et donc je transmets leur message. Voilà, donc oui, des fois, il y a des défunts qui transmettent des beaux messages. Le monde invisible, après, je pense que c'est chacun selon ses expériences, ses croyances. Oui, tout à Ouais. fait. Mm. Et est-ce que ça veut dire accepter en fait le comportement où on peut pardonner et établir des limites claires avec les autres et avec soi-même? Oui, je pense que c'est ça. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que je l'ai vécu. Ça a été entre intégrer le pardon, cette libération du cœur, intégrer cette communication intuitive, ça a vraiment fait partie d'un tout qui aujourd'hui m'a amené à la paix intérieure. Olivier Clerc parle de guérison, que le pardon c'est la guérison du Mhm. cœur. Et moi je pense que vraiment je suis maintenant sur ce cheminement-là. Après, ce qui est toujours difficile pour certains, c'est de venir prendre conscience de ça parce que le deuil nous ramène beaucoup à l'émotionnel. Et ça, je pense que c'est le plus difficile finalement, de venir accueillir nos émotions et d'arriver à s'en libérer. Et une fois qu'on a le cœur libéré, bah, du coup, on a de la place pour autre chose aussi. Et justement, avec tout ce que tu as traversé en fait, tout ce qui t'est arrivé, cette deuil en 7 ans, c'est énorme. Comment as-tu fait pour te relever après avoir eu envie de partir, de rejoindre en fait euh, les défunts? J'ai été accompagnée, hein. Ça, je pense que ça a Que été... tu peux nous décrire un petit peu ton cheminement pour donner en fait un espoir par toutes les personnes qui nous suivent de l'autre côté de l'écran et puis pouvoir donner des techniques pour que chacun puisse suivre ce cheminement pour se relever. Oui, alors la première chose, moi je pensais que je m'en sortirais toute seule. Et j'étais pas suffisamment armée, formée, j'avais pas assez de connaissances pour ça. Donc je pense quand même que c'est important de se faire accompagner, mais se faire accompagner par quelqu'un en qui on ressent, vous savez, on parle de feeling des fois, Mhm. donc selon les pratiques, on va parler de connexion de fréquences, de taux vibratoire, etc. Mais je crois vraiment un accompagnement ou une thérapie est efficace quand aussi le relationnel est harmonieux Mhm. et équilibré. Donc se faire accompagner par quelqu'un en Donc ça qui veut dire sans jugement. sans jugement et voilà, en fait ne pas se mettre d'obligation. C'est pas parce qu'on a vécu un deuil qu'on doit. Moi, les injonctions, j'aime pas trop. Tu sais, Mhm. il faut faire, on doit. Non, c'est beaucoup plus écouter son cœur que son mental, parce que notre mental, c'est pas souvent notre meilleur ami. Donc écouter son cœur et aller rencontrer les gens. Moi, je trouve que ce serait merveilleux si toutes les premières rencontres avec les thérapeutes étaient offertes pour pouvoir mieux choisir. Mais voilà, il y a la réalité de la vie. Mais c'est vrai que c'est important en tous les cas, peu importe la technique, je dirais finalement, Mhm. plutôt que le thérapeute ou l'accompagnant en lui-même. Déjà de
de ressentir qu'on se sent écouté, pas jugé, pleinement accueilli avec nos différences et notre sensibilité surtout. Écoute, et Ouais, et la l'écoute. première Ouais. chose qui l'écoute et le non-jugement, ce sont Ouais. des choses très très importantes quand on traverse des périodes difficiles. Oui, c'est ça. Et alors l'écoute juste et bienveillante, parce que moi j'ai déjà entendu, mais non, pleure pas. Bah, pourquoi? Pourquoi tu vas m'empêcher de libérer ma tristesse, ma peine? Mhm. Donc déjà de dire à quelqu'un, mais non, pleure pas, ou alors il faut que vous fassiez ça, il faut que vous sortiez. Moi, je pense pas que ce soit la bonne façon de Mais faire. déjà dans le deuil et dans le pardon, il faut, non, c'est bien, c'est bien de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire les choses, de pouvoir parler à voix haute, ne serait-ce que pour soi-même, de pouvoir se mettre en colère s'il y a des besoins, de pouvoir dire tout ce qu'on a, même si on n'écoutait que par soi-même en fait. Parce que ça fait partie du phénomène de pardon. Oui, ça me fait penser à... Alors, je reprendrai le terme d'exutoire. Pour reprendre un peu tout ce que tu es en train de dire, il y a des gens qui vont avoir besoin effectivement de libérer par la parole, par la colère, par la tristesse. Il y en a qui vont avoir besoin d'écrire aussi. Oui. L'écrit peut être un support formidable. Le fait d'être entouré, le fait d'aller participer à des ateliers de groupe où on se sent... justement, on est avec des gens qu'on ne connaît pas, d'être entouré d'inconnus, où on peut se permettre de s'exprimer, de libérer. Donc ça, après, je pense que c'est à chacun d'aller expérimenter, d'aller se renseigner sur ce qui lui parle, ce qui résonne avec lui-même, et vraiment d'aller essayer. Mais la solitude, je ne crois pas que ce soit le meilleur allié. Voilà, justement, j'allais y venir. Dans le deuil, en fait, au départ, certaines personnes ne savent pas exactement ce dont elles ont besoin, puisqu'elles sont perdues. Oui. Elles ont perdu leur repère, elles ont perdu le sens. On ne fait plus les choses de la même façon. Tout le quotidien, en fait, n'est plus le même et risque de ne plus devenir le même. Donc l'incertitude fait peur. Oui, ben, c'est un chamboulement, un deuil. Hein. Ça chamboule toute notre vie, ça chamboule nos repères. Et puis, je crois aussi que c'est lié aussi au futur incertain. Oui, c'est bien ça, futur incertain. Oui, ça... Mais oui, quand il y a une absence, du coup, notre futur, il est plus le même. Oui. On se pose des questions aussi sur comment après, comment plus tard. Moi, je vais vous dire personnellement, l'accompagnement, la thérapeute que j'ai rencontrée, au début, j'y suis allée pour mon fils. Et elle m'a dit, mais si vous ne prenez pas soin de vous, votre enfant, ça ne marchera pas. Donc peut-être que aussi, si vous sentez que vos enfants ont besoin de quelque chose, je vous souhaite un jour de rencontrer quelqu'un qui vous dise, mais prenez soin de vous d'abord. Oui. C'est très précieux. Oui, il y a il y a des thérapeutes, en fait, qui mettent les paroles là où, justement, il y a besoin. Hein. C'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Alors après, je sais qu'il y a des accompagnants aussi qui sont spécialisés dans l'accompagnement de deuil. Donc si c'est plus facile pour vous de rechercher des accompagnements comme ça et d'aller rencontrer et de voir si effectivement ça vous fait du bien, qui vous amène vers ce pardon libérateur. Je pense que pour moi, c'était, comme je l'ai vécu, l'objectif, c'était vraiment ça. De vivre cette libération. Oui. Est-ce que tu peux nous la définir, cette libération, en fait? Cette libération, elle s'est faite en plusieurs temps. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi accueillir nos propres émotions. Et là, d'après ce que en t'écoutant, en fait, dès que tu commences à te reconstruire, tu retombes dans un autre deuil. Donc, oui, mais je crois que je me suis pas reconstruite en fait entre chaque deuil. Oui, dès que tu commences un peu à être stable, il y a autre chose qui vient bousculer en fait encore ça pour pouvoir remettre. Oui, mais en fait, tu sais, je redevenais pas stable parce que les deuils étaient annoncés par la maladie. Ça n'a pas été des deuils soudains. Celui de mon père était un deuil soudain, mais tous les autres étaient annoncés soit par la maladie, soit par la vieillesse. Donc il y avait une espèce de... j'ai vécu un deuil, je me prépare à en vivre un autre.
Et je ne sais pas si c'est d'autant plus difficile un deuil préparé ou un deuil, tu vois, qui est soudain. Justement, tu parles de préparation. Est-ce que réellement c'est le genre de choses à laquelle on se prépare? Non, je crois qu'on n'est pas préparé à ça. Ça fait en plus pas du tout partie de notre éducation sociétale. Donc on n'est jamais préparé à l'absence d'un être qu'on aime et qui nous aime. Voilà, donc préparer, c'était plutôt conscientiser le fait que ça allait de nouveau arriver. C'était ça. Mais une préparation émotionnelle, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Et est-ce que ton travail sur la recherche de la reconstruction, tu l'as fait entre chaque événement ou est-ce qu'elle est venue bien plus tard? Je pense qu'elle est venue bien plus tard. Ce qui est venu en t'entendant, tu vois, en entendant cette question, ça a été de me consacrer à mes enfants. Et en fait, je me suis tournée vers la parentalité bienveillante. Ça a été un appel. Et alors là, tu vois, ça rejoint aussi le deuil, c'est-à-dire que je me suis demandé si cet appel-là, il n'avait pas été initié par ma mère qui était partie. Parce que ma mère, les enfants, c'était le truc de sa vie. Elle se sentait grand-mère de tous les enfants de la Terre. Et puis un jour, je suis allée à un rendez-vous pour mon fils et sur le mur, c'était écrit éduquer ses enfants sans cris, sans fessées, c'est possible. Et moi, à l'époque, j'étais tellement mal, je criais beaucoup et je me suis dit, c'est pour moi. Et j'ai pris ça comme un signe. Comme un message. Ouais, comme un message que ma mère m'avait envoyé. Et j'en ai d'autres comme ça. Oui, mais je pense qu'il y a des messages qui sont... Ou alors, est-ce qu'on les voit réellement? On voit partout des messages. Oui, alors, après, il y en a qui disent « Ah, faut pas tomber dans la parano, des signes, non, mais là, des quand c'est des bons signes comme ça, il faut les prendre de toute façon. Ben, moi, je les prends et puis j'aime bien la poésie que ça évoque et la douceur dans mon cœur que ça apporte. Donc, si c'est comme ça que je le vis, si c'est comme ça que vous le vivez, mais pourquoi pas? Tu vois, ça fait de mal à personne, ça gêne en rien. Ouais, c'est marrant, là, ce que tu décris, hein, parce que ça fait partie en fait de la communication que tu as voulu établir à fur et à mesure de ton cheminement. Oui, c'est vrai. Oui, tu fais un lien qui est très juste. Oui, je pense que ça fait partie aussi du cheminement et de l'évolution, de voir des messages d'eux ou des signes d'eux comme des présences encore en vie, et qui m'accompagnent. Donc oui, ça me faisait du bien, ça me rassurait et ça me rassure toujours parce que je suis toujours alerte aux messages. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le travail que tu as pu faire pour pouvoir avoir cette ouverture de conscience, si on peut appeler ça une ouverture de conscience? Parce qu'il faut prendre conscience des choses pour pouvoir voir justement toutes ces petites subtilités de la vie. Je crois que la première personne qui m'a aidée à ressentir ça et à intégrer ça dans ma vie, c'était mon mari. Mon mari, il est dans la religion. Et en fait, il m'a dit, mais ce que tu vis, c'est que tu es capable de le vivre. Et même, il m'a dit, tu es méritante. Et moi, qui suis issue de famille athée, mériter ça, je ne comprenais pas du tout, tu vois. Et en fait, il m'a expliqué avec ses mots, avec son cœur, avec ses ressentis. Et ça a été la première étincelle, je dirais, de mettre ça dans mon cœur, de dire « Ok, je suis capable de surmonter ça, je suis capable d'accueillir ça, et je suis capable aussi de le transformer d'une manière jolie, belle à vivre, au final. » Ça a été le déclencheur. Ouais. Et après, par quoi tu as commencé comme recherche? Ça peut être des lectures, ça peut être des rencontres, Alors, la première recherche, en fait, c'est une amie. Elle voyait ma souffrance de l'absence. Et puis, elle m'a dit, tiens, il y a une médium, peut-être que tu pourrais la contacter. Et en fait, j'ai pas fait pour moi. J'ai fait un contact médium pour un de mes enfants qui voulait qui voulait communiquer avec ma mère. Donc tu vois, les enfants en fait font partie du chemin à chaque fois.
Et en fait, ça a commencé comme ça. On a fait une communication médiumnique avec ma mère pour un de mes enfants. Et puis après, cette personne-là a proposé des Il y formations. a eu des Et messages? oui, il y a eu des messages sur l'enfance de ma fille, des petites choses comme ça qui sont venues. Ouais. Et il y avait, par exemple, on était dans une position sur le lit et on était en visio, on était à distance, hein. Et elle nous dit, ah, mais on voyait que nos têtes dans la visio. Et puis à un moment donné, la médium nous dit, ah, mais qui c'est qui est comme ça? Qui c'est qui a les genoux pliés? Qui c'est nana? En fait, plein de détails. Et donc, on a eu des messages de ma mère. Et comme après, elle proposait des formations, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas formation? Et en fait, c'était beaucoup des rencontres, beaucoup des personnes aussi qui m'ont parlé. Tiens, il y a ça, tiens, il y a ça, tu t'intéresses à ça, tiens, regarde, il y a ça. Oui. Tu vois? Après, les vibrations, en fait, en fonction de ce qu'on vibre, on attire à soi cette ouverture, en fait. C'est comme des Oui, ouvertures qui se fait à partir ouais. du moment où on a confiance en la vie, où on est dans l'acceptation, les chemins s'ouvrent. Oui, et alors, tu vois, ce que tu dis par rapport à l'acceptation, c'est que moi, une fois que j'ai réussi à libérer mon cœur, donc à vivre le pardon guérisseur et libérateur, et bien après, c'était l'accueil, mais pratiquement de tout, c'est-à-dire que tout ce qui m'arrive, tout ce qui est mis sur mon chemin de vie, et ben il y a une porte ouverte pour. Donc moi, j'accueille tout, et puis après, ça reste ou pas dans ma vie, j'en tire ou pas des leçons, des apprentissages, mais très souvent, oui, il y a des apprentissages à en tirer. Et comme les lectures, et moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, donc je me nourris aussi de formations, de lectures, d'échanges, de tout ça. D'ailleurs, quand on commence à apprendre et qu'on commence dans les formations, après, on n'a plus envie d'arrêter. Plus on ouvre, en fait, une brèche, plus on a envie de remplir, en fait. C'est comme un vide qui est à l'intérieur de nous, hein. Oui, et bah, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de garder l'humilité, de se dire que finalement, bah, je sais que je ne sais rien, la fameuse phrase, oui, pour rester humble et puis toujours accueillir l'autre dans sa richesse aussi. Moi, je dis que j'accompagne les gens, qu'on avance ensemble, que c'est un réel échange. Moi, dans chaque séance, j'apprends des choses aussi. C'est enrichissant pour tout le monde. Mhm. Mm. Mais justement, on dit que pour pouvoir accompagner les autres, il faut d'abord se guérir soi-même. Il faut. Oui, C'est non, mais je bien, suis d'accord avec c'est toi. bien, en Oui, fait, de se guérir déjà soi-même. De oui, ne... je suis d'accord avec toi. Oui. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi parce que moi, aujourd'hui, c'est vrai que quelqu'un qui vient en séance, qui a une émotion débordante, que ce soit principalement la tristesse, mais j'ai déjà eu de la colère aussi, eh ben, j'accueille et je le prends pas pour moi et surtout, je ne juge pas. Moi, je me suis nommée l'étincelle de l'ombre. Mais ça, c'est venu en papote, c'est pas moi qui l'ai Oui. inventé. D'ailleurs, on a Parce failli que... le mettre en titre. Ah oui. On a failli. Parce que c'est comme ça aussi que j'aime le vivre, c'est-à-dire que les gens qui viennent me voir, moi je leur propose une étincelle, mais surtout je les invite à se reconnecter à leur étincelle intérieure. Parce que je pense qu'il y a toujours une étincelle qui sommeille en chacun de nous pour éveiller le changement. Et je pense que c'est ça qui est très précieux, quand on arrive à donner l'autonomie à l'autre et de ne pas être une béquille. Tu vois ce que je veux dire, la différence entre un thérapeute béquille et un thérapeute qui va donner l'autonomie à l'autre. On aide à un moment donné Mhm. et l'autre après retrouve sa pleine puissance. Mais ça, c'est une fois uniquement qu'on sait pardonner à soi et qu'on a Oui, pardonné aux autres. oui, oui. Parce que, Alors oui, le pardon aux autres, il commence d'abord par le pardon à soi. et comme tu disais au début de l'émission, pardonner ne veut pas dire forcément accepter. Oui, surtout pas. Pas accepter, pas oublier, pas comprendre. Enfin, moi, c'est les trois mots que j'avais retenus et qui m'ont aidé beaucoup et qui m'aident encore beaucoup aujourd'hui. Et se pardonner à soi-même, moi, je sais que la première personne de moi-même à qui j'ai demandé pardon, c'était moi en tant que mère qui était la mère qui criait, la mauvaise mère, entre guillemets, Mhm. tu vois. Ça a été le premier pardon que j'ai demandé. Et après, j'ai demandé pardon à mes enfants. Et ça, c'est pas facile aussi. Et donc, le pardon, on peut aussi le relier à la gratitude.
Alors Olivier Clerc, il dit qu'une fois qu'on a vécu la libération du pardon, la guérison du pardon, ça laisse place à la gratitude. Moi, je pense que j'ai vécu les deux en même temps. Et ça aussi, c'est mon mari qui me l'a soufflé, de remercier. Mais remercier chaque chose que tu as Mhm. de ta vie. Et du coup, ça amène beaucoup de positif dans la vie et beaucoup de douceur au cœur aussi, je Et trouve. donc, ça nous ramène à ce que tu disais tout à l'heure sur l'acceptation liée en fait à tout ce qui nous arrive dans la vie est juste. Parce que on est justement capable de pouvoir l'affronter. Et chaque événement, une fois qu'on a réussi à le dépasser, on devient plus fort, hein. Ou alors on arrive à trouver justement des portes de sortie pour devenir thérapeute comme toi. Oui, alors moi, je préfère parler d'accueil, tu vois. Oui. J'ai plus le mot accueillir. Et puis, une fois lors d'une séance de papote aussi, il y a une femme pour qui le message, c'était ne pas travailler sur soi, sur toi, mais vivre des réconciliations. Et ça aussi, je trouve que ça a sa juste place, tu vois, de Oui, venir oui. apporter dans son cœur de la réconciliation. C'est beaucoup plus doux que le travail avec la notion de labeur, la notion de difficulté qui peut être associée. Après, il y a des gens pour qui ça ne dérange pas du tout de dire travailler, travailler, hein. Mais c'est vrai que lors de cette papote-là, je l'ai pris aussi pour moi. Mhm. Et du coup, maintenant, je vis des réconciliations. Et il y a plusieurs gens, je les invite à vivre des réconciliations. Je trouve que ça apaise aussi la colère. Tu sais, quand des fois on a de la rancœur ou du ressentiment, et surtout avec les absents, quand on vit des deuils, des fois, comme tu disais tout à l'heure, il y a des non-dits ou il y a des choses qui n'ont pas été libérées ou adoucies. Et bien là, avec le pardon, de venir mettre la gratitude, de se souvenir des bons souvenirs, de ce que la personne qui n'est plus là nous a apporté. Euh, Tout ça, ça fait partie de ce processus-là d'apaisement du cœur, profondément. Et tu parles de résiliation. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement? Comment pouvoir devenir résilient quand la personne est absente? Et comment justement pouvoir accepter qu'on n'ait pas forcément de réponse? Je pense que c'est lié à ce qu'on peut appeler le lâcher-prise. Ça peut être lié au lâcher-prise, mais le lâcher-prise aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'accepte autrement, j'accepte d'accueillir des différences, des choses auxquelles j'étais pas habituée, parce que souvent on est aussi dans des fonctionnements ou des émotions même qui sont habituelles, et comme elles sont Mhm. connues, eh ben on va rester là-dedans. Donc c'est de nouveau éveiller le changement aussi, de se dire bon, ça a toujours été comme ça dans ma vie, mais aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'autre chose? Et quels moyens je me donne? Vers qui je vais aller pour vivre autre chose? Mhm. Ouais. Ah oui, c'est Je pense que la résilience, ça en fait partie. Et puis, la résilience, là, comme ça, je dirais que c'est aussi lié à la non-solitude. ça Ouais. ouvre. On dit que c'est la résilience qui ouvre les portes du subconscient. Ça, je sais pas. Est-ce que c'est ça qui m'a permis C'est- de le vivre? Je sais pas. En fait, c'est souvent ce qu'on entend et ce Ouais. qu'on lit, hein. C'est Ouais. voilà. Après, chacun vit ça à sa façon, hein. Oui, Et c'est ça. chacun l'exprime différemment, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et si tu avais en fait quelque chose à pouvoir transmettre à des personnes qui nous écoutent, comme notre radio transmet ça en Afrique, à Madagascar, au Cameroun, dans toutes ces parties où les personnes n'ont pas forcément accès en fait aux soins, n'ont pas accès à la thérapie alternative. Hmm. Quel est le conseil que tu pourrais leur donner pour pouvoir en fait affronter au mieux leur deuil, pouvoir avancer dans la vie sereinement et puis pouvoir trouver l'équilibre avec leurs proches comme tu l'as fait. Alors, la première information qui vient déjà, ce serait de ne pas attendre quelque chose de miraculeux du jour au lendemain. C'est Oui. un cheminement qui prend du temps déjà, et ça, je pense que c'est la première chose à intégrer, à Mhm. accepter.
Après, je pense que c'est propre à chacun. Je pense que la notion d'exutoire, elle est importante. Ce que tu disais, tu vois, de libérer sa colère, d'écrire. C'est dans les prières qu'ils arrivent à libérer. Et à la fois libérer et à la fois être encore en lien avec l'autre, mais dépasser ses émotions. En fait, que l'émotion ne soit pas la première chose qui s'exprime. Et ça, je crois que c'est le plus difficile finalement quand on vit un deuil, tu sais, de ne pas être dans le désespoir, dans la tristesse ou dans la colère, comme moi je l'ai été. Mais c'est un cheminement et le deuil est long, le deuil prend du temps. Là, je peux essayer de voir si j'ai un message, universel qui viendrait. Parce que c'est vrai que moi, j'ai du mal à faire des généralités. Donc, comment déjà commencer à travailler sur ces émotions? Oui, adoucir les émotions. Et puis, tiens, il y a une information qui vient qui dit on n'est jamais bête, même si on parle seul à voix haute aux absents. On continue à garder un lien. Le lien est différent, le lien, il n'est pas détruit. C'est un lien qui est différent. Donc, je crois que, je trouve c'est intéressant du coup ce qui vient, c'est de se dire que quand on vit un deuil, c'est un lien différent. C'est pas une rupture totale. Oui, tu vois. Je pense que ça, c'est vraiment précieux, en tous les cas, dans la sauvegarde de nos cœurs, je dirais. Oui, c'est toujours une connexion avec le monde invisible quand on est. Il se manifeste quand on est prêt. Quand justement on devient conscient de tout ce qu'on fait, qu'on reste attentif avec ce qui nous entoure en fait. Et comme tu dis, pour pouvoir travailler un petit peu sur ces émotions, par moments c'est bien de rester dans le silence. Parce que ça nous permet d'entendre toutes ces choses, ou bien tout simplement de chasser dans son mental toutes ces idées noires qui viennent nous perturber. Se dire, je ne veux plus penser à ces choses-là. Alors le silence, c'est un vaste sujet aussi, je trouve. Et c'est intéressant que tu le mentionnes parce que souvent on a peur du silence. Le silence, il gêne, on ne sait pas quoi en faire du silence. Et je trouve qu'il a sa juste place, là, de la manière dont tu l'intègres dans un deuil, de savoir aussi se retrouver avec soi-même. Ouais. Et le silence des émotions, le silence de la voix. Oui, je trouve que c'est très juste ce que tu dis. Oui, je suis d'accord avec toi. De venir accueillir le silence, là, tout à coup. Oui, parce que c'est là vrai. Que se manifestent justement des choses qu'on ne voit pas en temps normal ou qu'on ne ressent pas. Et ça revient, ça nous reconnecte à notre corps qu'on a tendance à oublier. Le corps, c'est le grand oublié de notre société. Hein. Oui, être attentif à son corps pour pouvoir justement ressentir ce qui nous entoure. Oui, la reconnexion au corps aussi, c'est encore différent, mais je pense que c'est important, comme tu le dis, de s'offrir, comme si oui, je pense que chacun est capable de s'offrir le silence, comme un vrai cadeau, et pour laisser venir ce qui vient, que ce soit des messages subtils, que ce soit des douleurs au corps, ou au contraire, de ressentir des détentes. Je sais pas toi, mais dans le deuil, je crois que mon corps était très tendu. C'était difficile de se détendre d'un point de vue corporel. Et c'est important de prendre soin de son esprit, de son mental et de son corps. Oui. Oui, le corps est très comment je veux dire, martyrisé en fait, parce que lors d'un deuil, on lui demande beaucoup, parce que il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à gérer, et c'est souvent en fait le corps qui interagit régulièrement. Donc on a tendance un peu à le maltraiter. Et à travers ce silence, justement, ça va lui permettre peut-être un certain repos, une certaine écoute, une certaine attention. Oui, c'est vrai, parce qu'après un deuil, on est dans le faire. Il y a beaucoup de choses à faire et notre corps, c'est un peu notre véhicule aussi. Donc, c'est lui qui va nous mener un petit peu partout. C'est lui qui va faire qu'on est parfois dans la survie aussi et qu'on reste en mouvement. Donc,
Oui, c'est pas venu tout à l'heure, mais prendre soin de son corps, que ce soit par des massages, que ce soit dans Ben, l'eau. c'est L'élément eau aussi peut Oui, être... oui. C'est pour ça que Ouais. j'allais justement, la question qui venait après était reliée justement à ce corps et à ces messages que tu as Mm. pu recevoir ou ressentir, parce que ça t'a donné envie, en fait, de t'occuper des enfants. Et de t'occuper des enfants, et pas n'importe lesquels, les enfants qui ont besoin justement qu'on écoute, qu'on touche, qu'on puisse en fait les reconnecter à leur corps à travers les massages que tu fais. Mm. Donc c'est voilà, c'est tout ça qui m'interroge à Ouais. travers tout ton travail en fait pour Ouais. arriver en fait à Mais je me rends compte que les questions que tu me poses, souvent, ça revient à mes enfants. Donc, en fait, tu vois, aujourd'hui, je suis pleine de gratitude envers mes enfants parce que c'est eux qui m'ont amené là où je suis, beaucoup. Et les massages, c'est parce que je suis moi-même maman, maman aidante, maman d'enfants différents. Et oui, puis, maman d'enfants j'étais... différents. Qu'est-ce que tu entends par enfants différents? Alors, j'ai un enfant qui a une maladie génétique rare, donc qui est en situation de polyhandicap. Et j'ai un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental, un TDA avec impulsivité et irritabilité. Donc tu es plus apte vraiment à pouvoir les comprendre. Euh, En toute humilité, Fanny, je ne sais pas si je suis plus apte, mais en tous les cas, quand je rencontre des mamans qui sont aidantes, je pense qu'on a une sensibilité, une connaissance des fois, oui, qui est supérieure à certains professionnels parce qu'on a le vécu Mhm. qui fait que. Et en fait, moi, les massages, bah, c'est venu avec mon fils qui a un TDA. J'étais formée au massage californien. Et quand je le massais, donc californien, c'est peau à peau, Oui, hein, oui, c'est oui. la, il était très, très, très détendu. Mais quand même, il y avait une petite sensibilité corporelle qui faisait la différence. Et je me suis dit, mais il doit exister des massages pour ces enfants-là, c'est pas possible. Donc en cherchant, bah, j'ai découvert la technique MEBP, massage pour enfants à besoins particuliers, et ben, qui a été mise au point par une femme qui est autiste, qui a des troubles associés, dont les deux garçons sont autistes avec des troubles associés. Voilà, ça amène à ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est comment tu procèdes? Alors pour la technique MEBP pure, on a tout un protocole d'accompagnement avec les enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental, avec les troubles du sommeil, les troubles anxieux. Donc on a des questionnaires à remplir et on adapte chaque séance de massage à l'enfant. Et surtout, on définit clairement les attentes des parents. Mhm. Et voilà, on a des supports d'objets lestés, d'outils sensoriels, des pictos, le timer pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un massage qui est adapté. Et on redonne la place au corps parce qu'on va travailler sur le système proprioceptif. Donc ça permet Mhm. aussi au corps de mieux vivre dans son environnement, de mieux se déplacer. Voilà, il y a beaucoup de bienfaits. Et puis aujourd'hui, cette technique, eh ben, je l'ai un petit peu modulée pour les parents, Mhm. les adultes en général. Et je propose des séances bien-être de... Alors c'est issu du shiatsu, donc c'est un massage qui se fait sur un futon au sol. La personne reste habillée. Et moi, je rajoute des fréquences sacrées. Ça fait un petit moment que je suis intéressée à la physique Donc, sur les quantique, aux fréquences vibrations. sacrées, les vibrations. Donc, j'achète les fréquences auprès d'un sonothérapeute. C'est son métier. Il est spécialisé là-dedans. Et en état d'être des papotes, je demande quelle est la fréquence à l'instant T lors du Mhm. massage pour la personne. Donc, je reçois des informations sous forme de couleurs. Et là, je mets la fréquence pour la personne. Et souvent, eh ben, il y a des messages qui viennent Mhm. aussi pendant les massages. Voilà. C'est magnifique. Tu as plein Mm. d'avantages. Attends. Ici, jamais on a envie de te retrouver. C'est comment les personnes qui nous écoutent peuvent faire appel à toi. Alors, physiquement, pour les massages, je suis à Lagny-sur-Marne. Vous me retrouvez sur les réseaux au nom de Milhandy, Milhandy. Les papotes se font également en distance. Il n'y a pas de limite de Mhm. kilomètres, donc les visios peuvent se faire à l'autre bout de la Terre. Voilà, je suis Et donc, Lagny-sur-Marne, c'est Marne-la-Vallée. on mettra les coordonnées en dessous la Mm. vidéo pour que les personnes qui veulent te retrouver, pour que ce soit plus facile. Et donc, les papotes, comme tu dis, les personnes peuvent te consulter en visioconférence Oui, à travers le monde entier. oui.
Donc, Oui, on n'a pas de il limite. n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et puis, il y a aussi un détail qui est important, c'est que si vous avez envie de faire une séance pour votre enfant, l'enfant ne doit pas être là forcément. Voilà, on D'accord. passe par le Donc, parent. les informations, ils viennent sans la présence C'est ça. Oui, de la personne. oui, D'accord. tout à fait. Ouais. Eh ben, écoutez, ça tombe très bien parce que nous sommes écoutés à travers le monde entier. Donc, nous saluons l'Afrique centrale qui est en direct avec nous. Nous saluons Madagascar, le Canada et tous les pays qui relient en fait nos émissions de Radio Armada sur le web. Et donc, c'est pour ça, Karine, que je t'ai demandé tout à l'heure de donner des techniques pour les gens qui nous écoutent à travers le monde, qui n'ont pas accès forcément à toute la médecine traditionnelle que nous avons ici, en fait, à la médecine holistique. Et est-ce que tu fais des formations sur tes techniques? Alors, j'ai une certification pour proposer des ateliers d'initiation aux papotes. Oui. Voilà, donc alors ça, je le fais pas en visio encore, je le sens Tu pas. le fais en présentiel? Je le fais en présentiel. Ceux qui veulent le vivre en visio, les fondateurs de la technique le font en visio. Donc, c'est tout à fait possible de le faire comme ça. Et alors moi, pour l'instant, je le propose en duo. J'ai découvert que c'était très fort, je dirais, Ouais. et qu'on va vraiment au cœur de la personne. Ouais. Donc, on va aller définir son ancrage personnel et on vit des papotes très intense. Et moi, du coup, je suis là en support, en soutien. Et c'est d'autant plus Donc, lumineux. Oui, t'es le canal qui relie toutes ces belles âmes, en fait. Oui, on peut dire ça comme ça. En tous les cas, moi, ce que j'aime surtout, c'est de donner l'autonomie aux gens. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir des capacités particulières pour pouvoir pratiquer, ou alors on revient sur le cercle du pardon? Alors, il paraît qu'on a tous les capacités pour dialoguer avec l'invisible, pour recevoir des messages de l'invisible. Je sais pas. Moi, en tous les cas, je pense que si j'avais pas fait ce nettoyage du cœur, tout ce chemin sur le pardon, d'accueillir la différence, d'accueillir les imprévus, d'accueillir les difficultés et de les transformer en positif dans ma vie, je ne sais pas si j'aurais réussi à recevoir les messages subtils. Je pense pas. Mais c'est mon chemin personnel, en tout cas. Ouais. Oui, ça commence par un chemin par soi. Oui, c'est un équilibre pour pas justement perdre pied dans la réalité. Parce que tous ces messages, ils peuvent nous déstabiliser si on n'est pas bien ancré. Oui, le principe des papotes, et moi je pense que c'est ça qui a révélé cette pratique-là chez moi, c'est que on se base sur l'ancrage, on fait rien sans ancrage pour pas être complètement que connecté à l'univers, je dirais. Donc il y a cette base d'ancrage qui est essentielle, et il y a cette ouverture du cœur qui est d'être toujours dans cette réception du cœur, de l'amour inconditionnel. Voilà. Moi, c'est comme ça, en tous les cas, que ça m'accompagne et que j'accompagne les gens. Écoute, merci beaucoup, Karine, pour ta présence, pour ta belle énergie. Et c'est vraiment pour nous un plaisir de t'avoir sur l'antenne de Radio Armada. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Radio Armada, les routes de lumière, sur Star Styles HD Télévision, et continuer en fait à partager, à liker, à nous mettre vos commentaires, à mettre vos questions sous nos publications, et on répondra. Karine, elle est là pour pouvoir répondre, donner des informations pour ceux qui sont intéressés pour pouvoir avoir des réponses, pour ceux qui ont des questionnements. Donc merci Karine pour cette lumière, pour cette douceur, pour ces clés précieuses que tu nous as transmises aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous regardez et qui nous écoutez et cheminez avec nous. Le pardon n'efface pas le passé, mais il libère le présent. Et parfois, une simple intention peut ouvrir une grande porte intérieure. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Bonne chance et bon courage.
Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour la perte de ma maman. Je vous remercie infiniment pour vos messages, pour vos coups de téléphone et d'avoir été présent. J'ai vraiment été très, très, très touchée. Et donc, merci à tous et très, très bonne semaine à tous et à très bientôt sur les ondes.